Aujourd'hui, vous êtes sage-femme libérale, vous voulez vous installer, je vous conseille d'appeler l'URPS pour avoir des conseils. Beaucoup de sages-femmes libérales ne connaissent pas. Quand on discute avec toutes les professions, on est tous dans le même bateau. Et là, on a vu des choses s'ouvrir entre les professionnels et on se sent moins seul. Pouvoir faire rencontrer les gens, de mettre un visage sur un nom. Quand il y a quelque chose qui me paraît injuste, j'ai pas envie que ça reste comme ça. Il y a toujours une thématique où la sage-femme peut intervenir, accoucher les esprits, les amener à évoluer et trouver leurs ressources. Et c'est vraiment ça, la santé aujourd'hui. URPS, CPTS, on est vite perdu dans tous ces acronymes qui entourent notre quotidien. Et pourtant, ils nous concernent directement. Saviez-vous qu'une petite ligne discrète, la CURPS, apparaît dans vos cotisations sociales ? Chaque mois ou chaque trimestre, 0,1% de vos revenus partent à l'URPS, l'Union régionale des professionnels de santé. Derrière ce sigle un peu énigmatique, il y a des sages-femmes qui représentent votre profession, vous accompagnent et portent des projets avec les institutions régionales. Et puis, il y a les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, qui rassemblent les soignants d'un même territoire pour mieux coordonner la prise en charge des patients. Alors concrètement, à quoi ça sert et pourquoi est-il important que les sages-femmes y prennent toute leur place ? Mais dans cet épisode, nous n'allons pas seulement parler de sigles et de définitions. Caroline, sage-femme libérale et présidente à la fois de l'URPS de sa région et de la CPTS de son territoire, nous ouvre à une réflexion bien plus large sur le sens du soin, la place des sages-femmes et surtout sur l'importance de l'ouverture. Ouvrir la porte de son cabinet, aller vers les autres soignants, construire ensemble, tisser du lien. Son témoignage est une véritable invitation à faire rayonner la profession, non pas dans le repli, mais dans le dialogue et la rencontre. Un témoignage très inspirant à écouter jusqu'au bout, parce qu'il nous aide à prendre de la hauteur, de la confiance et à renouer avec le sens profond du métier de sage-femme. Donc, je suis Caroline, je suis sage-femme diplômée depuis 2003 et après avoir travaillé en hospitalier, niveau 2, niveau 3, je me suis installée en libéral il y a 8 ans, dans une petite ville en Normandie où j'ai créé une activité qui n'existait pas sur cette commune. J'ai créé le pôle santé avec le pharmacien de la commune pour pouvoir avoir une zone d'attractivité au niveau sanitaire. Et donc maintenant, on a des cabinets d'infirmiers, de neuropsy, psychomotriciennes, diète, pédicure podologue, orthoptiste, psychologue, atelier d'éducation thérapeutique. En plus de mon activité libérale, je fais partie du dispositif Handigynéco qui existe depuis 3 ans en Normandie. Et j'ai agrémenté mon activité par une présidence au sein de l'URPS Normandie et une présidence au sein de la CPTS de mon secteur. L'activité libérale, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, mais jeune sage-femme, c'était pas concevable pour moi de commencer tout de suite, alors que maintenant, avec de la bouteille, je me dis qu'effectivement, une jeune sage-femme qui n'a pas envie de faire d'hospitalier, elle peut faire en libéral. Il faut que ce soit fait dans des conditions optimales, qu'elle soit dans un autre cabinet avec des sages-femmes plus aguerries. Mais maintenant, la vieille sage-femme que je suis dit oui, on peut commencer avec une activité libérale sans faire de l'hospitalier parce que c'est des pratiques complètement différentes. Moi, c'était pas le moment pour moi de me mettre en libéral parce que j'étais mère de famille et c'était confortable aussi d'être en hospitalier à mi-temps avec 1 ou 2 gardes par semaine. Et puis d'avoir mes petites journées à moi pépère pendant que tout le monde était en train de vaquer à ses occupations. Après la naissance de mon petit 4e, ayant déménagé à 45 minutes de la maternité où je travaillais, je me suis dit, il y a un moment, il va falloir faire un choix. J'avais pris 1 année de congé parental et pendant ce congé parental, j'ai quand même fait le DU de gynéco en me disant vaut mieux être un petit peu plus outillé. Et puis j'ai glissé tranquillement entre l'hospitalier et le libéral en faisant une activité mixte quelques mois et après j'ai quitté le nid hospitalier pour m'ouvrir au monde libéral. Quand j'ai débuté mon activité libérale, j'ai un médecin généraliste qui m'a mis à disposition le cabinet 2 jours par semaine. Et là, sur la commune, avec le pharmacien, on a cherché comment créer un pôle pour pouvoir rassembler plusieurs professionnels. Donc tout a été mené en même temps. Et par la suite, c'est vrai que quand on construit un pôle, on s'ouvre à des interactions avec d'autres professionnels. Et la volonté de développer encore plus l'exercice coordonné m'a sensibilisée aux maisons de santé pluriprofessionnelles, à tout ce qui existe. Vient en parallèle mon côté militant pour représenter la profession. Et donc, un peu de façon concomitante, arrive l'URPS et la CPTS. J'ai tendance à faire des jumeaux. Je m'installe en libéral, je fais un pôle de santé, je prends une présidence URPS, je fais la présidence CPTS. Je vais peut-être m'arrêter là, parce que ça me fait assez d'enfants, là.
La profession sage-femme est pour moi, je pense, une passion. J'aime beaucoup mon métier et de pouvoir le promouvoir et faire connaître toutes les facettes de notre profession. C'est très enrichissant de déjà représenter la profession de sage-femme au sein d'une région pour l'URPS, au sein d'une interprofessionnalité, au sein de la CPTS. L'URPS, c'était un moment encore de mobilisation de profession. On me dit, c'est pas tout de monter à Paris et d'aller représenter une fois, 2 fois nos revendications. Qu'est-ce que je fais localement, moi, pour la profession ? Ah, il y a ce truc-là, l'URPS, c'est les sages-femmes libérales. Bah ouais, je suis sage-femme libérale, je suis syndiquée, donc je peux être dans l'URPS. Je sollicite le bureau de l'URPS pour dire, à côté, si vous voulez, je veux bien. Et donc, je suis nommée au sein de l'URPS. Je faisais déjà un peu la trésorerie pour mon compte pro, pour le pôle de santé. Et donc, je dis, d'accord, il n'y a pas de trésorier, je vais faire la trésorerie. Peu de temps après, plus de présidence. On se retrouve à 2 sages-femmes. Entre celle qui vient d'arriver depuis quelques mois et celle qui est là depuis 1 an et demi, le choix a été acté. Et donc, je suis venue présidente de l'URPS. Cette entité, elle m'a permis de comprendre un petit peu toute l'organisation institutionnelle avec l'ARS, la Sécu. Donc, c'est riche. Et puis riche de rencontres, parce qu'il y a des visios inter-URPS avec les sages-femmes de toute la France. Il y a des échanges avec les URPS des autres professions de Normandie. Ça permet aussi de comprendre un petit peu les difficultés de chacun, plutôt que de rester dans son coin et dire celui-là, il comprend vraiment rien de ma profession. Pouvoir voir quelles sont aussi leurs problématiques à eux. Et finalement, quand on discute avec toutes les professions, on est tous dans le même bateau, dans la même galère, mais on rame tous un peu dans notre sens à nous. L'exercice coordonné, pour moi, c'est plutôt que de ramer en asynchronie, on puisse amener vraiment une efficience et ramer ensemble pour avancer. L'URPS, c'est une entité qui est née il n'y a pas très très longtemps et beaucoup de sages-femmes libérales ne connaissent pas. Parce que on est bousculé par plein d'acronymes et par plein d'interlocuteurs autour de la profession. Il y a le Conseil de l'Ordre, il y a nos associations libérales du coin qui promeuvent des actions, des formations. Et puis, on rajoute l'URPS, le CDCE, la CPR et tout ça, tout ensemble, on est complètement perdu. Et en plus, on rajoute aussi les associations de sages-femmes échographistes, les associations de sages-femmes d'orthogénie. L'URPS, c'est vraiment une union qui rassemble les professionnels d'une profession de santé en libéral. On représente auprès des instances, l'ARS, la Sécu. On a aussi cette fonction de promouvoir la profession auprès des autres professions, auprès des usagers. Puis, on a des contacts avec les structures d'enseignement. Là, par exemple, on a une école qui nous a contactés pour pouvoir réfléchir sur la mise en place d'une UE libre sur l'activité libérale qui serait proposée pour les nouvelles recrues avec la 6e année qui est arrivée. L'URPS peut être aussi un interlocuteur pour la sage-femme qui s'installe. C'est-à-dire que souvent, on nous dit la sage-femme libérale, elle doit contacter le Conseil de l'Ordre, la Sécu et l'URSSAF. Mais pour comprendre tout ça et puis comprendre un peu et s'orienter pour les cotations, peut-être que l'IRPS, c'est aussi une entité qui serait intéressante de contacter pour connaître un petit peu la dynamique de l'activité libérale. Parce que là, pour le coup, l'entité qui peut vraiment informer sur l'activité libérale, c'est l'URPS et pas le Conseil de l'Ordre ou l'association de sages-femmes libérales qui va pas avoir l'expertise avec un retour des syndicats. L'URPS, elle est asyndicale. En revanche, c'est quand même des personnes qui sont syndiquées, qui sont nommées. Ça permet d'avoir une veille au niveau de la législation, au niveau des évolutions et des futures mobilisations pour informer les pros de la région. C'est difficile pour les URPS de pouvoir remplir leur mission de communication auprès des sages-femmes libérales parce qu'on n'a pas du tout accès aux mailing lists des sages-femmes libérales. Le Conseil de l'Ordre, il n'a pas le droit de nous donner les mails et les numéros de téléphone des professionnels et la Sécu ne le fait pas non plus. On arrive à avoir un fichier où il y a le nom des sages-femmes par secteur, mais on n'a pas leur numéro de téléphone, on n'a pas leur mail, et nous, on a le devoir de les informer. Savoir que toute sage-femme de droit, elle fait partie de l'URPS, parce que toutes les sages-femmes libérales, dans leur part d'URSSAF, elles payent la CURPS. Et la CURPS, c'est la cotisation à l'URPS. C'est dommage qu'une sage-femme libérale, elle paye quelque chose et qu'elle n'en ait pas de ressources. On sait qu'on doit payer une cotisation au Conseil de l'Ordre, mais ça, c'est bien identifié et on ne peut pas travailler sans cette cotisation au Conseil de l'Ordre. La sage-femme libérale, elle a ce même devoir auprès de l'URPS, puisqu'elle paye quelque chose tous les ans, mais on n'a pas aujourd'hui l'organisation qui nous permet de le faire valoir. Donc, quand vous êtes sage-femme libérale, n'hésitez pas à mettre un mail à l'URPS
pour donner votre numéro de téléphone, votre lieu d'activité. Là, pour l'instant, on est encore une toute jeune URPS. Aujourd'hui, on arrive à 5. Quand l'équipe sera plus étoffée, on pourra remonter des projets. Par exemple, l'URPS PACA, ils ont un système d'astreinte pour les week-ends, pour les sages-femmes des grosses métropoles. Nous, on n'est pas forcément en demande de venir au sein du bureau, mais s'il y a une sage-femme qui a une appétence pour la santé sexuelle, elle peut être la chargée de mission URPS et travailler sur ce thème-là. Elle est gagnante parce que c'est quelque chose qui l'anime. Et en plus de ça, ce ne sera pas sur son temps perso. L'idée, c'est que l'URPS puisse la valoriser dans cette action. Aujourd'hui, à notre actif, on a particulièrement la mise en place d'Antigynéco depuis 3 ans, promouvoir le dispositif auprès des consoeurs et des confrères. Ça a permis de rencontrer un autre univers au niveau médico-social, de faire des rencontres avec d'autres sages-femmes de toute la Normandie. Il y a toujours ce partage avec les personnes de notre profession, avec les établissements. Il y a une autre personne membre du bureau de l'URPS qui dit qu'à chaque fois qu'elle se rend sur ses consultations en gynéco, c'est son petit moment d'humanité. Au sein de la CPTS, ça a été la structuration avec un bureau, maintenant un conseil d'administration, de faire ce travail de partenariat avec l'ARS, la Sécu pour monter notre projet de santé et surtout faire un diagnostic territorial avec effectivement le mot d'ordre de réunir nos compétences pour améliorer le parcours de soins, pour améliorer la santé du territoire, mais aussi d'accompagner les professionnels. Ça a permis des rencontres riches de milieux qui se connaissent ou même de structures qui ne connaissent pas ce que font les autres et de commencer à tisser des interactions qui nouent les liens. On a fait un groupe santé mentale et on a fait un groupe sur les troubles neurodéveloppementaux. Et là, on a été impressionnés par le nombre de personnes qui pouvaient se rencontrer travaillant dans le même domaine sans savoir qui fait quoi. On a eu la même chose sur le groupe femmes et enfants où on a travaillé sur les violences intrafamiliales et de pouvoir faire rencontrer les gens, de mettre un visage sur un nom, ça facilite vraiment les parcours. Et finalement, on a pu mettre en contact des personnes en exercice libéral, d'autres en structure territoriale et des associations médico-sociales. Et là, on a vu des choses s'ouvrir entre les professionnels. J'ai des retours des professionnels qui me disent depuis, on s'échange régulièrement, on oriente aussi quand on n'a pas la possibilité d'accueillir et on se sent moins seul. Alors, c'est un peu compliqué parce que la CPTS, elle va mettre des sujets autour de nos compétences si on est présente et qu'on les défend. Et en contrario, on a envie d'y aller que si on est entendu. Au sein de la CPTS où je suis présidente, la profession de sage-femme, pour le coup, est plutôt bien représentée. Avec une présidente de sage-femme, c'est facile de les mobiliser. C'est aussi facile d'avoir des thématiques qui vont les animer. Sur le diagnostic territorial, il y a toujours une thématique où la sage-femme, elle peut intervenir. Libérer du temps à un médecin, oui, moi je peux faire ces consultations-là, on va pouvoir travailler ensemble. On a des secteurs où la sage-femme va être moins bien accueillie par son activité auprès de certains médecins. Maintenant, c'est aussi à nous de savoir aller vers ces médecins, de savoir leur faire des comptes rendus. Quand on a vu les patientes, quand on les a vues en Prado, ils sont sensibles à cette chose-là et de pouvoir se montrer nos compétences va aussi permettre de gagner du champ sur le paysage sanitaire. Souvent, on se ferme un petit peu parce que on se met dans cette posture du professionnel qui est jamais reconnu, jamais à la lumière. Et le fait de se fermer, on ne fait pas avancer les choses. Au contraire, on l'alimente. Le fait de s'ouvrir aux autres, d'aller voir les médecins, leur expliquer, ça leur permet aussi de dire on n'est pas là pour prendre votre travail. Et ça, c'est quelque chose dans lequel, au sein de l'URPS, on intervient régulièrement. C'est dire oui, d'accord, vous voulez faire les suivis gynéco, il n'y a pas de souci, les suivis de grossesse aussi. En revanche, vous n'allez pas faire la préparation à la naissance et à la parentalité. Vous n'allez pas faire le Prado, vous n'allez pas faire la rééducation périnéale, les entretiens post-nataux. Je ne sais pas si vous les faites, vous pouvez, mais peut-être vous les faites pas. Plutôt que d'aller dans l'affrontement en disant « vous nous avez encore oublié », leur ouvrir déjà la vision sur tout ce qui doit être proposé aux usagers, parce qu'au niveau des statistiques, on n'est quand même pas encore au top sur les entretiens prénataux, postnataux. Alors, c'est probablement pas valable sur tous les territoires en fonction des ressources démographiques, professionnelles, mais sur certains territoires, on n'est pas à 50% d'entretien prénatal proposé. Aujourd'hui, vous êtes sage-femme libérale, vous voulez vous installer, je vous conseille d'appeler l'URPS pour avoir des conseils. Vous en avez marre de ne pas être reconnu, il faut s'ouvrir aux autres.
De ce parcours, je constate que souvent, cette méfiance, cette défiance, elle repose sur le fait qu'on ne se connaît pas les uns les autres et d'aller vers les autres, de se présenter ou de faire un retour quand on a des patients communs, permet aussi de donner une place à notre profession. L'exercice coordonné donne tout son sens pour promouvoir une profession, pour accompagner de façon efficiente aussi nos patients, les couples qu'on accompagne. Il ne faut pas oublier aussi les gens qui nous représentent plus haut et les syndicats, UN, ON, peu importe, faites votre choix. Mais vous syndiquer aujourd'hui, c'est important. On est dans une période particulière ces derniers mois qui nécessite de reprendre un peu le chemin de bataille. Les mobilisations sont en route. Les syndicats, ils ont besoin d'avoir du poids et c'est plus facile pour eux d'avoir les ressources et c'est à ça que servent les adhésions. On ne vous demande pas forcément d'être adhérent, militant et investi dans le conseil d'administration ou le bureau. Les syndicats, ils ont du poids quand ils ont des adhérents. Ils ne peuvent pas représenter une profession quand il y a 10% de la population professionnelle qui est adhérente. Je ne sais pas si on est à 10%, j'en sais rien. C'est un chiffre que je donne comme ça. Mais c'est vraiment important pour que la profession, elle soit visible. Aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse mobiliser ce qui existe plutôt que de réinventer de nouvelles choses qui vont surajouter. Il y a plein de ressources qui ne sont pas mises en avant, notamment la profession de sage-femme. On est en train de réfléchir parce qu'il y a un stress national au niveau de la santé, un problème démographique des soignants. La santé n'attire plus les étudiants. Profitons là pour réinventer un petit peu avec les ressources qui existent. Mon côté militantiste professionnel dit que peut-être que le premier recours de santé pour une femme, c'est une sage-femme qui sera orientée vers un médecin s'il y a besoin. Il y a du chemin, un jour après l'autre. Mon côté militantisme, je pense, est lié au fait que quand il y a quelque chose qui me paraît injuste, j'ai pas envie que ça reste comme ça et donc je mets une part de moi pour qu'on aboutisse à quelque chose et qu'on puisse voir des évolutions, qu'on reste pas dans une injustice ou un manque de reconnaissance, plutôt qu'être dans le constat et rester là dans quelque chose de fermé en disant bon c'est comme ça et puis je vais aller dans mon coin, je vais continuer comme ça, on verra bien comment ça évolue. Je suis plutôt à faire bouger les choses, un peu tenace aussi. Parfois ça peut me porter aussi préjudice de pas lâcher l'affaire, de pas prendre de distance, mais de pouvoir aller jusqu'au bout des choses. Il faut que ça avance. Les moments de rassemblement sur les mobilisations de la sage-femme, ça permet vraiment de retrouver cette entité de profession. Il y a une unité, il y a une appartenance, il y a un groupe. On défend toutes la même valeur. On le voit bien sur les publications, que ce soit au niveau du Conseil national de l'ordre, au niveau des syndicats, quels qu'ils soient. On est là tous ensemble pour la promotion de la santé de la femme. Bon, je suis peut-être un peu féministe aussi. Et c'est de faire valoir qu'il y a des ressources pour que les femmes puissent prendre soin d'elles, qu'elles puissent avoir des recours si elles sont en difficulté en postpartum, si elles ont besoin d'une interruption volontaire de grossesse parce qu'elles ne sont pas dans une situation optimale pour accueillir un enfant. Toute notre place, que ce soit finalement auprès de la vie, sur des projets de parcours, qu'il n'y ait pas d'incident et que la femme puisse éclore comme elle a envie d'éclore et pas de rester fermée comme un petit bouton sur lequel on n'a pas mis assez de lumière. Le fond de tous ces combats, de tout ce militantisme, il reste quand même centré principalement sur la place de la femme dans la société et de lui permettre d'être dans la santé d'une manière générale, au sens large de l'OMS, d'avoir ses recours. Et effectivement, du coup, ces recours, la profession de sage-femme est une des premières qui peut répondre aux besoins des femmes pour prendre en main leur santé. On voit bien dans les diagnostics territoriaux au niveau de la santé que finalement la santé de la femme, c'est pas celle qui a les meilleurs pronostics et qui a beaucoup de problèmes de morbidité liés à des défauts de soins ou parce que la femme n'a pas pris de temps. C'est là où du coup le combat pour la profession et reconnaître la profession, c'est de permettre aux femmes d'avoir cet accompagnement pour s'élever. J'ai une personne dans mon entourage professionnel qui m'a dit mais finalement, c'est pas que donner la vie, ta profession, c'est aussi accoucher les esprits, les amener à évoluer et à trouver leurs ressources. La maïeutique, l'accouchement des esprits, pour moi, elle est vraiment née avec mon activité libérale. C'était pas si évident que ça, initialement. Mais aujourd'hui, avec mes quelques années d'expérience et toutes ces casquettes que je porte, me permettent effectivement d'être dans la naissance. Peut-être c'est pour ça, en fait, que la sage-famerie m'a appelée.
L'organisation de toutes mes casquettes dans ma vie, elle est encore en train de se faire. C'est pas encore bien structuré, mais ça se structure au fil des mois, des années. Au jour d'aujourd'hui, je suis à 2 jours et demi, 3 jours par semaine de consultation et j'ai une collaboratrice qui est complètement dans l'emploi du temps. Je tente d'identifier une journée pour la CPTS et une journée pour l'URPS. Autant vous dire qu'en fait, les sollicitations, elles arrivent tous les jours et c'est pas si simple que ça de sectoriser les jours. Et puis, les réunions avec les instances, concrètement, ils choisissent pas forcément le jour que moi j'ai choisi. Je jongle sur toutes les casquettes, sans oublier quand même la vie perso où il y a quand même encore des besoins avec les enfants. Donc, c'est pas toujours très simple. J'ai quand même un conjoint qui parfois me rappelle un peu à l'ordre en me disant pourquoi t'as fait tout ça? Il entend. Je suis passionnée, engagée, persistante, donc il se fait une raison. Après, j'ai quand même, depuis ces multiples casquettes, développé des stratégies en ayant des temps off où je m'accorde, je refais de la musique, je fais du sport et ça me permet aussi de calmer un peu le flux. C'est un travail de tous les jours, il faut être vigilant. Je l'ai appris parce que j'ai pris le temps. Parce qu'il y a eu ces temps d'introspection pour savoir quels sont mes besoins. Alors, je suis aussi formée à l'hypnose, donc je pense qu'il y a ce côté un petit peu métaphorique qui m'aide beaucoup dans beaucoup de situations. Moi, effectivement, c'est un flot. J'ai l'image de ma petite rivière intérieure et j'analyse régulièrement, savoir comment est ma rivière. Est-ce qu'elle est à sec? Est-ce qu'elle déborde? Et dans les deux situations, c'est que il faut prendre du recul. Ma satisfaction d'une journée réussie, c'est quand à la fin d'une consultation, je vois le chemin parcouru par la personne qui a été en face de moi et de voir la capacité des gens à mobiliser leurs propres ressources. Et c'est vraiment ça, la santé aujourd'hui. Prendre soin des gens, c'est plus le soin descendant où on leur dit il faut faire ça et ça va aller mieux, ça marche pas, on le sait. C'est plutôt d'être là dans l'écoute et de leur permettre de mettre le doigt sur leurs capacités, sur leurs ressources. Et je reprends l'image de l'éclosion et de se permettre d'être soi tel qu'on le ressent soi-même. Voilà, la maïeutique, c'est un peu ça. This is what I was thinking about our bodies, what they mean. Merci à Caroline pour son témoignage qui nous rappelle que la visibilité des sages-femmes n'est pas une simple affaire de représentation professionnelle. C'est un enjeu direct pour la santé des femmes et donc pour la société tout entière. Une santé à comprendre dans toute sa profondeur, celle qui ne se limite pas aux soins médicaux, mais qui touche aussi à la capacité de chacune et chacun à mobiliser ses propres ressources et naître à soi-même. Une dimension essentielle de la maïeutique, propre au métier de sage-femme, qui résonne d'autant plus fort aujourd'hui alors que la profession avance pas à pas vers la place qui lui revient. À très bientôt pour un nouvel épisode du podcast La Voix des sages-femmes.